Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief du prologue de ce Tour de Romandie 2023. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, tous les chronos, c'est pour ça que je vous affiche un petit peu le tableau. Et puis on parlera de l'étape de demain, une étape qui sera plutôt pour les sprinters. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu dans ce contre-la-montre. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. Vous pouvez également, et seulement si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, faire un super thank, ça permet de soutenir la chaîne. Et je remercie les gens qui le font. EPS 2.0 sur Spotify, Deezer, Amazon, Google, et puis également TikTok. Alors là, j'ai pas fait de vidéo à l'arrivée de cette étape du Tour de Romandie, à l'arrivée de ce prologue, mais sur les étapes en ligne, et puis sur le chrono peut-être vendredi, on verra. On fera un débrief, et puis du côté de la Formule 1, il y aura du contenu ce week-end avec la Formule 1, la MotoGP, les présentations. Alors la présentation de la Formule 1, ça sera demain. Pour la moto, ça sera peut-être jeudi. Eh bien, on commence tout de suite avec cette vidéo, avec cette première étape de ce Tour de Romandie, eh bien, qui a été remporté par Josef Černý aujourd'hui, le Tchèque qui a réussi presque le coup du siècle. Alors Josef Černý, on savait que c'était un bon rouleur, mais il y avait quand même du monde au départ. On avait du Tobias Foss, on avait du Ethan Etner, du Nico, du Mikkelberg, du Sobrero également, qui était présent. Donc c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à ce que ces coureurs-là soient quand même devant Josef Černý. Moi, ce qui m'a quand même mis la puce à l'oreille, c'est quand il a collé 4 secondes à Nico Denz sur un parcours aussi court, 6 km 8. C'est pas que Nico Denz est un champion du monde du contre-la-montre en puissance, c'est juste que 4 secondes sur 6 km 8, c'est beaucoup. C'est voilà, quasiment, ça doit faire du 7 dixièmes par kilomètre. Donc c'est-à-dire qu'il avait fait un super chrono, et là je me suis dit, il va falloir quand même le déloger. Eh bien personne n'a réussi à le déloger aujourd'hui, donc meilleur temps en 55-173. Je rappelle, aujourd'hui c'est un prologue, donc un prologue n'est pas considéré comme une première étape, tout simplement parce qu'il n'y avait que 6 km 800, et que pour être considéré comme un contre-la-montre, comme une première étape, il aurait fallu que ça fasse plus de 7 km. La limite pour un prologue, c'est si c'est en dessous de 7 km, et bien entendu, il faut que ça soit le premier jour. Si ce n'est pas le premier jour, ce n'est pas un prologue. Un prologue, c'est avant une œuvre de littérature ou avant une course. Voilà. Ça existe également au Dakar, par exemple, où vous avez des prologues. Voilà, ça dit dans d'autres disciplines, enfin au Dakar notamment. Je ne sais pas si ça dit dans tant de disciplines que ça, je suis en train de me dire le prologue. Si, au Tour de ski également. Le premier sprint normalement est considéré comme un prologue. Du côté du ski de fond, donc Josef Černý vainqueur devant Tobias Foss. Là c'est marqué une seconde, mais en réalité c'était 27 centièmes, 27 ou 28 centièmes entre Černý et Foss. Foss qui, je rappelle, est presque sur le départ de la Jumbo-Visma, parce qu'il n'est pas vraiment content de son statut du côté de la Jumbo-Visma et du fait qu'on ne lui propose pas d'être leader sur un grand tour, ou de moins d'être leader sur les courses d'une semaine, du côté de Tobias Foss. Donc ça, je pense que c'est un coureur qui n'aura pas trop de mal à trouver un contrat, peut-être chez Uno X, qui sait. Mais Tobias Foss, bon début de course. Voilà, il échoue à pas grand-chose de Josef Černý. Là, on est à moins d'une seconde. C'est en plus... Tobias Foss, c'est pas forcément un spécialiste de prologue, c'est-à-dire qu'il est quand même meilleur sur des contre-la-montre un peu plus longs, là 6 km 8, presque un peu court pour un Tobias Foss, donc c'est ce qui a peut-être permis aussi à Josef Černý de s'imposer. Troisième, Rémi Cavagna. Il y avait 97 centièmes avec Josef Černý. Du côté de Rémi Cavagna, c'est dommage, il y avait 2 virages. Certains diront qu'il a perdu seulement 5 dixièmes par virage. Là encore, il est à fond sur tout le parcours. En plus, sur le dernier virage, j'ai pas vu le premier virage du parcours, mais sur le deuxième virage du parcours, me semble-t-il qu'il ne se rate pas.
Donc c'est plutôt pas mal. Nico Dens, qui pendant longtemps a été leader de la course 4e. Joel Suter, ça confirme chez Tudor qu'on est performant. Et puis Joel Suter, qui avait été déjà bon. 3e étape quand même, il avait remporté la 3e étape du Tour de Chile. Il s'en est plutôt bien sorti là aujourd'hui, et puis à domicile, donc forcément Tudor, Tour de Romandie, Tour de Suisse, ça fait partie des courses World Tour où ils sont invités, ça fait partie des courses où ils vont vouloir se montrer, et Joel Suter encore plus parce qu'il est champion de Suisse du contre-la-montre, donc 4 secondes c'était vraiment un bon temps, et puis Joel Suter il a fait de la piste, du souvenir que j'ai, donc forcément c'est le type d'effort qu'il maîtrise. 6 km 8 Ethan Hayter 6, lui aussi il a fait de la piste. Presque décevant pour Ethan Hayter, 5 secondes de retard. Peut-être que ça manquait un peu de virage pour Ethan Hayter. C'est vrai que c'était quand même, il y avait 2 virages sur un petit gabarit comme ça, sur un plus petit gabarit qu'un Tobias Foss par exemple, ou qu'un Ami Cavagna. Sur un contre-la-montre un peu plus technique, ça aurait peut-être été encore plus efficace. Après, 5 secondes, voilà, mais c'est presque décevant. C'est vrai qu'on aurait presque pu s'attendre à mieux. Michael Berg, il est dans le coup aussi, il est juste derrière. On a ensuite Sobrero, 9 secondes. C'est dommage parce que Sobrero, ça faisait vraiment partie des outsiders aujourd'hui, du fait que Matteo Sobrero a fait plutôt des bonnes courses ces derniers temps. T'es plutôt en bonne condition physique, donc c'est vrai que 9 secondes là aussi c'est presque une déception. Ethan Vernon 10, 3 Soudal Quick-Step quand même dans le top 10, ça reste un domaine qu'il maîtrise, le contre-la-montre. Klukers, deuxième coureur de la Tudor, ensuite on a Oliveira, et puis le premier grimpeur c'est Juan Ayuso à 12 secondes. C'est vrai qu'on m'a demandé quels étaient les favoris, on m'a demandé est-ce que je voyais Romain Bardet s'imposer. J'ai mis Jorgensen, j'ai oublié Ayuso, mais tout simplement parce que c'est son premier jour de course Ayuso. Et oui, il a repris extrêmement tard, Miguel André Lopez avait fait ça une année. C'est pas toujours une bonne idée, moi je trouve, de reprendre aussi tard, c'est-à-dire que là on est quand même le 25 avril, je pense qu'il va être obligé donc d'enchaîner les jours de course, ce qui peut être un problème à un moment, c'est que ça peut engendrer de la fatigue. Si vous enchaînez beaucoup de jours de course en très peu de temps, ça peut engendrer de la fatigue, je suis pas sûr que ce soit toujours l'idée du siècle, on verra du côté dû à eux. Juan Ayuso qui se réserve notamment pour la Vuelta Castroviero 14 chez Ineos. Si Egan Bernal n'est pas top, c'est lui qui jouera le général, Castroviero. Niklas Arndt, là aussi, un petit peu décevant, 12e, parce que normalement, il est bon sur ce type de chrono assez court. C'est une type de discipline où il s'en sort bien. Fisher Black, pas de surprise, néo-zélandais, souvent on passe par la piste du côté des néo-zélandais, donc 12 secondes, là aussi, ça fonctionne. La bonne surprise aussi, alors vous avez Masnada parmi les grimpeurs qui donc est à 15 secondes, c'est Romain Bardet. Romain Bardet à 16 secondes. Il est parti très tôt, Romain Bardet, parce qu'en fait, il est encore un peu fatigué, tout simplement, de Liège-Bastogne-Liège. Donc il a dit, si je pars tôt, je vais pouvoir avoir une grosse après-midi de récupération en plus. Et il n'était pas vraiment satisfait de son chrono. Il disait, voilà, j'avais pas un coup de pédale si fantastique que ça. À 16 secondes, c'est-à-dire qu'il finit donc à 4 secondes d'Ayuso. C'est bien pour Romain Bardet, sur 6 km 8, c'est très très bien même de la part de Romain Bardet, donc plutôt rassurant sur sa condition physique. On l'avait vu sur la Flèche Wallonne, ça avait l'air de plutôt bien tourner les jambes. Devant Bob Jungels par exemple, devant Caruso également à 18 secondes, devant Adam Yates et Simon, qui ont quasiment fini dans le même temps, devant Marc Padoun. Alors là aussi intéressant, Marc Padoun, 19 secondes seulement aujourd'hui pour Marc Padoun. Alors moi je l'ai pas vu au départ ni à l'arrivée, Marc Padoun, mais je trouve que c'est vraiment bien ce qu'a fait le concurrent ukrainien. Thibaut Nice également, le coureur de la Trek, le Belge, à 21 secondes. Ça c'est plutôt intéressant, mais c'est pas une surprise. Cyclocrossman, donc sur les efforts à haute intensité comme ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt c'est quelque chose d'intéressant. Gino Meder, 22 secondes. Gino Meder, de toute manière, ça fait depuis quelques temps qu'il fait plus forcément des super contre-la-montre, donc je dirais que 22 secondes, c'est plutôt pas trop mal du côté du coureur suisse. On redescend, Tony Galopin, 49. On sait pas trop qui va jouer le général chez Trek, parce que c'est pas forcément une très très grosse équipe qu'ils ont emmené au départ. Viviani, 56e.
Bon, se concentrant sur le sprint de demain. Geoffrey Bouchard, 59 à 24 secondes, ce que, bon, je dirais plutôt raisonnable pour Geoffrey Bouchard, c'est pas une catastrophe, loin de là. Higuita, Bernal à 26 secondes avec Chris Hamilton également de la DSM. Pour Bernal, c'est correct. Pour Higuita, c'est pas top, mais il est rarement bon sur le chrono. Et puis, que ça soit Higuita et Bernal, hein, sur un contre-la-montre où il n'y a que 2 virages pour des petits gabarits, on est sur le même problème également que Ethan Ettor. C'est des plus petits gabarits que Cavagna, forcément en puissance pure, ils rendent un petit peu de watts par rapport à un Cavagna, par rapport à un Tobias Foss. Forcément sur un circuit aussi court, c'est compliqué. Par contre Bernal, je l'ai vu prendre le premier virage, vraiment il y allait bien franco. Donc je pense qu'il a la confiance dans sa machine de contre-la-montre, ça c'est rassurant aussi, parce que je rappelle que son problème était arrivé sur un vélo de contre-la-montre Crossbike aussi à 26 secondes. Uijtebroek à 27 secondes, c'est pas fou, mais en même temps c'est vrai que je suis assez d'accord avec, je regardais la course sur la chaîne L'équipe, vu que j'ai une connexion internet qui est encore une fois foireuse, hein, maintenant ça doit revenir le 28 avril. 23 jours pour remettre de l'internet. C'est la magie de la France. Qui finit donc 78e, posé très haut sur son vélo. C'est un peu comme Armirail. Ça fait partie de ces coureurs qui ont les prolongateurs qui sont à 15 cm de hauteur. Il y a une règle normalement, mais plus t'es bas, plus t'es aéro, tu fais la position de l'œuf, plus t'es aéro. Donc c'est vrai qu'Uijtebroek, c'est pas l'idéal. Il finit dans le même temps que Maïka. Maïka qui est pas forcément un référent dans la discipline, et que Thibaut Pinot. Presque décevant pour Thibaut Pinot. Ouais. Mais après, bon, il a eu une période de pause, il a été malade, donc il y a un petit peu de temps pour remettre la machine en route. Je descends un petit peu dans le classement. Lorenzo Germani, 89e. Cavendish, 96 à 33 secondes. Avec Mainthies et Elisonde. Bon, voilà, qui sont pas forcément des spécialistes du chrono, ça fait quand même beaucoup de temps de perdu sur 6 km, 7 km hein, pour ces deux-là, mais bon, ils aiment pas le chrono. Quinton Hermans, les jambes sont toujours pas bonnes, 35 secondes. Lutsenko, c'est très surprenant, hein, parce que depuis l'Amstel, ça va pas très fort pour Lutsenko. Ion Izagirre, pour le moment, depuis le début de saison, il y a eu un bon tour du Pays Basque, et à part le bon tour du Pays Basque, c'est vrai que ça a été un peu compliqué quand même pour Ion Izagirre. C'est moins bien que l'année dernière. Voilà, c'est un peu moins bien que l'année dernière. Et puis je descends pour trouver les derniers concurrents. Et notamment une surprise. Alors Lenny Martinez, elle a aussi un petit gabarit, 41 secondes. Le chrono, c'est pas sa spécialité. Michael Woods, 48 secondes. Là aussi, pas vraiment sa spécialité. Le contre-la-montre. Chris Froome, bon, 51 secondes. Plus de surprise avec Chris Froome non plus de le voir aussi loin. Rui Costa, ça, il en est arrivé une verte et des pas mûres quand même. Rui Costa, son plateau est tombé par terre. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est-à-dire qu'il a démarré, le plateau, il est positionné par exemple sur le cadre, voilà, hein, vous voyez, il est tenu sur le cadre, et ben le plateau, il était tenu par la chaîne, mais tombé, voilà, il était plus sur l'axe, donc il s'est fait mal un peu à la cuisse, parce qu'il a mis un coup de roue, un coup de pédalier quasiment dans le vide, et forcément, il a perdu du temps. Par contre, il n'est pas hors course. Il n'y a pas de délai pour un prologue parce qu'on considère qu'un prologue n'est pas une première étape, c'est un avant-goût de la course. Alors certes, ça compte pour le classement général, ça pourrait ne pas compter pour le classement général. Il y a des courses où quand vous avez des prologues, ça ne compte pas pour le classement général derrière, ça vous donne juste des bonus de temps. On pourrait se dire qu'un jour, sur un contre-la-montre comme ça, le vainqueur, par exemple, gagne 20 secondes de bonification et le 15e se retrouve avec 1 seconde de bonification. Ça pourrait être une idée, par exemple, un jour. Mais c'est pas considéré... En fait, le prologue, c'est pas considéré comme la course encore. C'est un avant-goût de ce qu'est la course. C'est pour ça qu'il n'est pas hors délai, Rui Costa. Après, par contre, est-ce qu'il va repartir demain? Il avait l'air d'avoir quand même très très mal à la cuisse. J'ai raté, par contre, alors je vais le retrouver...
tout de suite du côté d'Arkea parce que je l'ai raté. Arkea, hop là, c'est Kevin Vauquelin. Voilà, je voulais retrouver le temps de Kevin Vauquelin, 25 secondes aujourd'hui. Pas un bon chrono pour Kevin Vauquelin. Bon, il a eu des soucis déjà pour arriver jusqu'en Romandie, jusqu'à Port-Valais. Il semblerait qu'il y a eu des petits soucis de train, notamment qu'il y a des trains qui avaient du mal à arriver en temps et en heure. Pourtant, l'horlogerie suisse, normalement, c'est en France qu'on a des problèmes avec le train. Pas en Suisse. Qu'arrive-t-il désormais à la Suisse? Tout part à volo. Et donc Kevin Vauquelin, en plus, il n'a pas eu de chance parce que les commissaires ont été un petit peu tatillons. Ils considéraient que son vélo n'était pas bon au niveau des cotes. Il faut savoir que les vélos de contre-la-montre sont contrôlés, notamment au niveau de l'angle d'inclinaison, de la selle, du recul de la selle. Enfin, il y a plein de paramètres qui sont pris en compte. Et ils ont dû changer la position en sachant que cette année, ils sont passés chez Bianchi, du côté de Arkea. Donc il ne maîtrise pas encore ce vélo Bianchi. Du côté de Kevin Vauquelin, plus sa position qui est modifiée à la dernière minute, que tu peux pas vraiment te remettre dedans rapidement, plus le trajet. Voilà, il a dit, j'ai eu plein de petites emmerdes dans la journée. Voilà, 25 secondes, c'est vraiment pas top pour Vauquelin. Normalement, il aurait dû être dans le top 10, même si c'est un effort court. Encore une fois, il est jeune Kevin Vauquelin, donc ça marche encore mieux quand vous êtes jeune, ce type d'effort court-là. Ouais, pas top du côté de Kevin Vauquelin. Bon, on regarde tout de suite l'étape de demain. L'étape de demain, elle part de Crissier, vers Vallée de Joux, le Chenit. 169 km au programme, avec une première partie d'étape qui sera plutôt vallonnée, et puis une fin de journée un peu plus calme. Vous le voyez, on passe à Orny, à Orbe. Il y aura une petite bosse entre Orny et Orbe. Grandson, le sprint intermédiaire au kilomètre 53, c'est-à-dire à 115 km de l'arrivée à peu près. Et puis la montée, côte de deuxième catégorie à Fontanesier, 4 km 5 à 8% de moyenne, côte de deuxième catégorie, on en voit tout de suite, elle est assez dure, il y a pas mal de pentes. Notamment des passages à 9,8% pendant 500 mètres, c'est court, mais il y a quand même pas mal de pentes, 7-9 de moyenne. C'est assez régulier en plus, il y a notamment un kilomètre, on va être au-dessus de 9%, donc c'est pas forcément facile. Ça s'enchaîne tout de suite avec la montée de Mauborger, 5 km 3 à 7,1 de moyenne, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de transition entre ces deux bosses, les deux bosses s'enchaînent. Montborger, c'est un peu moins pentu, avec quand même un passage à 8,9% et 7,4, 7,5 pour finir. Voilà, ça reste. Va falloir que les sprinteurs passent ça, surtout on est encore à 100 bornes de l'arrivée, certes, mais bon, il faut quand même s'accrocher. Si vous n'êtes pas dans un grand jour, ça peut être difficile. Derrière la côte de Mauborger, ça ne descend pas tout de suite, on a une bonne dizaine de kilomètres de plat avant la descente. Et puis il y aura une dernière difficulté au programme, le col Mont-Dezert, 2 km à 5,5 de moyenne. Ça, c'est une côte un peu moins difficile de troisième catégorie. 1 km, on va dire compliqué, avec un passage à 7,6 et un passage à 6,2. Ensuite de 9,5%, donc c'est raisonnable, c'est voilà, côte de troisième catégorie, quatrième catégorie sur le Tour de France. Et puis ensuite, c'est tout plat pour atteindre la vallée de Joux. Il y aura encore un sprint intermédiaire du côté de Le Pont. Un premier passage également sur la ligne d'arrivée au kilomètre 141, c'est-à-dire qu'on aura 2 passages sur la ligne d'arrivée. Ça permettra un petit peu de prendre des points de repère. Et bien on se retrouve demain, même heure, 21h, il y aura un débrief sur TikTok juste à l'arrivée de la course. Et puis demain, normalement, qui est prévu également, la présentation du week-end de Formule 1 du côté de l'Azerbaïdjan avec des modifications. Notamment, ça va être un week-end, pas sprint, un week-end super sprint. On a fait des petits changements du côté de la réglementation, on en reparlera dans cette présentation du côté de la Formule 1. Et bien on se retrouve demain. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis à demain sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!